Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La Côte d'Ivoire connaît de nombreuses manifestations contre la décision du président Ouattara de briguer un troisième mandat jugé inconstitutionnel par l'opposition et des observateurs de la société civile. Alors que l'opposition dénonce une candidature illégale au regard de la Constitution, Alassane Ouattara a officiellement déposé sa candidature ce lundi 24 août pour la présidentielle de 2020. Pour le président Banda Kani, il n'y aura pas de mots justes pour décrire ce que la Côte d'Ivoire vit en ce moment. Le drame ivoirien est la synthèse de tous les drames que l'Afrique vit depuis 70 ans, précise le président Banda Kani. Suivons maintenant l'analyse de la situation ivoirienne par les différents panélistes d'Afrique Média. Suivons. Voilà donc qui nous permet d'entrer directement dans le sujet Côte d'Ivoire. Et pour planter le décor, donc on va prendre cet extrait du meeting du président, du RHDP, je vais dire, le meeting d'investiture officielle du président Alassane Dramane Ouattara. On va suivre et on revient vers nos invités. Et je me souviendrai toujours que le président Oufouette me disait qu'à l'occasion des décisions importantes, difficiles, qui engagent la nation, il fallait tenir compte de trois choses. Sa conscience, l'intérêt de la nation et Dieu. Oui, j'ai donc procédé à une introspection. J'ai procédé à une introspection. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'aurait fait le président Félix Houphouët-Boigny? Et j'ai examiné la situation en toute conscience. J'ai regardé la situation dans laquelle se trouve notre pays. Un contexte exceptionnel, où la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, travaille à se relever des effets économiques et sociaux de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Un contexte exceptionnel, où le terrorisme frappe à nos portes, avec l'attentat terroriste de Kafolo en juin 2020, et bien évidemment dans les pays voisins. Je suis arrivé à la conclusion que je n'avais pas le droit de mettre mes projets personnels au-dessus de la situation d'urgence dans laquelle se trouve notre pays. C'est pourquoi, merci, et c'est pourquoi, à mon âme et conscience, et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à votre appel. Oui, j'assume la lourde décision d'être le candidat de notre grand parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour le développement et la démocratie et la paix. Cette décision, je pense que vous le savez, est un sacrifice pour moi. Je l'ai prise pour vous, chères militantes, chers militants, et pour tous nos compatriotes, et pour notre pays. Oui, j'ai accepté d'être candidat parce que j'aime mon pays, parce que je vous aime, chers militants et chers militants. Vous m'avez tant donné. Vous m'avez tant donné. Je ne peux donc rien vous refuser. Merci. Merci pour votre confiance. Certaines voix se sont élevées il y a quelque temps contre ma décision de candidature, avec une interprétation erronée de la Constitution de la Troisième République. Mais ils oublient que c'est moi qui ai initié la Troisième République. S'il n'y avait pas eu la Constitution de la Troisième République, personne n'aurait pu être candidat. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Koudou-Babo.
Voilà. Donc la Troisième République donne cette possibilité à tous, à condition de respecter toutes les autres conditions par ailleurs. Donc ils arrêtent d'intoxiquer les Ivoiriens. Qu'ils arrêtent de créer la violence. Mais voyez-vous, la Constitution, elle a été votée par le peuple, ça veut dire par chacun de nous. Mais le 31 octobre, mais allons-y aux élections. Et le peuple de Côte d'Ivoire choisira. On n'a pas besoin d'aller mettre des troncs d'arbres, de casser des bus, de brûler des maisons pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Ils ont peur. Ce sont des peureux. Allons-y aux urnes. Et les Ivoiriens vont nous départager. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner contre moi. Ils ne peuvent pas gagner contre Alassane Ouattara. Ils ne peuvent pas gagner contre Ado. Je vous donne l'assurance que la violence ne passera pas. Je suis là pour protéger les Ivoiriens. Et vous pouvez me faire confiance. Il faut que certains comprennent que, en tout cas, en Côte d'Ivoire, le temps des coups d'État est passé. Le temps d'accéder au pouvoir par accident est passé. À compter de maintenant, ce sont les Ivoiriens qui votent et qui désigneront le prochain candidat, le prochain président. Et ce prochain président, ce sera Alassane Ouattara. Moi, je travaille tous les jours pour vous. Mais certains sont candidats, alors ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas travaillé. D'autres veulent être candidats alors que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas travaillé. Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Rien. Allons-y aux urnes. Laissons les Ivoiriens décider. Arrêtons de brûler, d'utiliser les enfants. Arrêtons la violence. À bon entendeur, voilà. Ceux qui voudront s'engager dans la violence auront de nos nouvelles. Voilà, c'était donc quelques images du meeting du RHDP il y a quelques heures seulement au stade Félix Houphouët-Boigny. Docteur Aïpo Martial Joseph nous a rejoint. Bonsoir, docteur Aïpo. Bonsoir. Et merci. Bonsoir, Bachir. Voilà, merci de nous faire le plaisir d'être là. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur au département d'histoire de l'Université de Bouaké, c'est en Côte d'Ivoire. Vous avez été le premier secrétaire général de la FESI dans les années 90, c'est-à-dire de 90 à 93, et président de l'UNA-FESI, l'Union des anciens de la FESI, donc avec une mandature en premier, c'est-à-dire de 2018, qui court jusqu'à 2021. Je crois que c'est bien ça. C'est ça. Merci d'être là. Exactement. Très bien. Exactement. Et nous sommes aussi rejoints par Dr Brice Béhiri. Bonsoir, Dr Béhiri. Bonsoir, chef. Voilà, vous êtes le responsable local de l'ONG Urgence panafricaniste. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, monsieur Dr Béhiri, vous allez activer votre micro. Je crois qu'il n'est pas activé pour le moment. C'est ce que nous pouvons voir ici sur le plateau. Je voudrais commencer par Dr Sako. Dr Sako, on a écouté... Je suis en émission chez la télévision. Très bien.
On a écouté le président Alassane Dramane Ouattara dans un extrait d'environ 7 minutes où il parlait de sa candidature, de l'interprétation erronée de la Constitution que font les uns et les autres, y compris vous, hein, il faut bien le dire, vous faites partie de ces détracteurs politiques, si vous me permettez l'expression. Comment vous avez apprécié cette sortie du président Ouattara? Docteur Sako. Très bien, merci. Merci. J'avoue, M. Bachir, vous savez que j'aime beaucoup votre plateau et souvent, je souffre d'y retrouver M. Ouattara. Je préfère qu'il reste sur la RTI pour souffrir moins. Parce que quand on vient écouter des choses qui ne sont pas dignes d'un chef d'État, on a mal. Quelqu'un dit, ils pensent qu'ils connaissent la Constitution mieux que moi. Mais pourquoi est-ce qu'il a mis en place des experts? À ce que nous sachions, M. Ouattara n'est pas juriste. On nous a dit qu'il était économiste. Et il a mis en place des experts qui ont conçu cette constitution, qui l'ont élaborée. Et les mêmes experts, en faisant la propagande avant le référendum, ont expliqué aux Ivoiriens que M. Ouattara ne peut pas briguer un troisième mandat. Vous savez, M. Bachir, là où il y a le problème de fond, j'ai toujours dit, et je vais le répéter ce soir, devant tous mes compatriotes et devant l'Afrique. On peut faire du juridisme. Il y aura 2 écoles. Il y aura 2 thèses. Il y aura la thèse de ceux qui disent de la Constitution de 2000 et à la Constitution de 2016, dans l'article 35 passé, dans l'article 55, c'est 2 mandats, pas plus. Ça, ce sont les gens qui sont attachés à la démocratie et qui sont attachés au principe de l'alternance au pouvoir. Nous sommes carrés là-dessus. Je sais que mon frère Bandakani, on est tous dans cette idéologie généralement. Très bien. Mais il y a aussi l'autre école qui considère que c'est une 3e république, donc il va falloir mettre les compteurs à zéro. Encore que là même, il y a un débat. Parce que si on devait mettre les compteurs à zéro, au moment où on adoptait la Constitution, M. Ouattara aurait dû démissionner. Et à ce moment-là, c'est comme si on repartait à zéro. Ce qui n'a pas été le cas. Mais soit, voici les 2 thèses. Mais là où il y a le problème, c'est que vraisemblablement, M. Ouattara a trahi le peuple ivoirien. Parce qu'au moment de faire la campagne pour le référendum, il a envoyé ses experts, il a envoyé des juristes, dont le ministre de la Justice, dont M. Bakongo, qui est son conseiller juridique. Et puis ils sont allés au Parlement, c'est-à-dire qu'ils sont allés devant le peuple pour jurer sur tous les dieux qu'il y a des dispositions qui sont mises dans la Constitution qui empêchent M. Ouattara de briguer un 3e mandat. Donc quand on revient aujourd'hui et qu'on nous parle des cas de force majeure, comme si dans la Constitution, les cas de force majeure n'étaient pas prévus. Les cas de force majeure, on n'a pas écrit dans notre Constitution que lorsqu'un Premier ministre désigné candidat décède, donc le président de la République peut venir violer la Constitution. Ce n'est pas écrit. Bref, je voudrais dire, M. Bachir, qu'on a mal de voir cela. On a mal de voir que M. Ouattara s'amuse comme cela avec la loi fondamentale de notre pays. Si bien que dans la République, en Afrique, mais particulièrement en Côte d'Ivoire, on n'a plus de boussole. Puisque M. Ouattara s'amuse avec la boussole. Il la taille à sa mesure, il a défini, il l'interprète, il adopte comme il veut, et puis il nous lance des défis. Moi, et c'est par là que je vais sortir. Le défi qu'il lance régulièrement, en disant que quiconque veut faire la violence, il le trouvera sur son chemin. À l'heure où je suis sur ce plateau, il y a des villes, la dernière ville qui a été ensanglantée en Côte d'Ivoire s'appelle Divo. Nous sommes à 200 km d'Abidjan. Les gens, ils ont découpé des personnes là-bas. Il y a une dizaine de personnes qui ont été tuées par les jeunes supporters de M. Ouattara. Tous ces faits-là, nous les documentons parce que M. Ouattara, aujourd'hui ou demain, il devra pouvoir rendre compte de tous les crimes qui sont commis à cause de ce qu'il a décidé de briguer un 3e mandat anticonstitutionnel. Très bien. Merci, docteur Sako. Docteur Maciel Aïpo, je voudrais me retourner vers vous. Alors, le président Alassane Dramane Ouattara, candidat du RHDP, donc, a saisi quand même l'occasion de cette investiture pour réaffirmer qu'il connaissait ou qu'il connaît et maîtrise la Constitution, du moins sa Constitution de 2016, mieux que tous les Ivoiriens. Et voici ce qu'il dit, je le cite. C'est moi qui ai initié la 3e République. Qui connaît la 3e République mieux que moi? Alors, comment vous interprétez cela? Bon, moi, je voudrais d'abord saluer
parce que votre média a prouvé au monde entier qu'il y a des opinions qui sont différentes en Afrique. Et pour cela, je voudrais vraiment saluer le management de Afrique Média. Je voudrais aussi saluer toutes les populations africaines et les amis de l'Afrique qui nous regardent en ce moment, parce que l'heure est extrêmement grave et il est important de prendre la parole et de dire son point de vue. Alors, la question de savoir si Ouattara est celui-là même qui connaît mieux la Constitution que tout le monde, je vais peut-être choquer Boga, mon frère, mais je crois que Ouattara a raison. Et je vais vous expliquer. En 2016, nous avons dénoncé cette Constitution comme étant un quiproquo largement orchestré qui allait permettre à M. Ouattara d'instrumentaliser le juridisme dont parle le frère Boga aujourd'hui pour faire un autre mandat. Alors, la qualité... Docteur Aïpo, je vais revenir à vous dans quelques instants. Il y a un souci avec la qualité sonore de votre côté. Alors, on ne sait pas si c'est le mouvement de va-et-vient qui le fait. Docteur Aïpo va essayer de rester juste sur place, ne pas trop bouger peut-être. On va retourner la parole à Docteur Aïpo et on réessaye pour voir ce que ça donne. Docteur Aïpo, c'est toujours bon. Allô? Oui, Docteur Aïpo. Je peux parler? Oui, allez-y. Alors, bon, le temps de régler tout cela. Alors, je vois déjà Dr Brice Beiri qui s'impatiente à prendre la parole. Dr Beiri, alors, vous avez donc la parole sur ces déclarations du président Alassane Dramane Ouattara, parce que beaucoup d'Ivoiriens qui nous suivent en ce moment, quand ils nous écrivent, ils nous disent que c'était donc prémédité, du moins le scénario qui est aujourd'hui en place et qui suscite beaucoup d'interrogations serait prémédité selon la majorité de ceux qui nous suivent. Bonsoir, chers frères africains. Bonsoir. Bonsoir, M. Bandankani. Bonsoir. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de m'exprimer aujourd'hui sur la situation politique de mon pays. En effet, je pense que c'était prémédité. Et comme le docteur Martial Aïpo tentait de le dire tout à l'heure, je vais peut-être choquer le docteur Gervais Boga. Mais je pense que le président Ouattara est celui-là même qui connaît mieux la Constitution que nous. Lorsqu'il a décidé de sauter le verrou de l'âge et qu'il a proposé cette nouvelle Constitution, nous nous sommes opposés. Mais certains de nos frères ici en Côte d'Ivoire n'ont pas compris le sens du combat que nous menions à cette époque. Parce que, effectivement, le président Ouattara, lui seul savait où est-ce qu'il nous conduisait avec cette nouvelle constitution. Certains candidats ou certains ténors de la politique ivoirienne, tels que le président Bédié et le président le président Gbagbo, se réjouissaient peut-être de cette nouvelle constitution parce que le verrou de l'âge était sauté. Mais ils n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez parce que cette nouvelle constitution, allait prêter la confusion, comme c'est le cas aujourd'hui. Elle laisse à interprétation. Et quiconque pourrait l'interpréter en disant, comme le RGP le fait, que les compteurs repartent à zéro. Donc, d'où l'occasion pour le président Ouattara de pouvoir se représenter. Voilà. Je pense que c'était prémédité. Et toutes les personnes qui se sont opposées au départ avaient vu venir ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Alors, donc, vous partagez tout simplement ce point de vue de ceux qui pensent que c'était prémédité, tout simplement. Est-ce qu'on peut retourner vers le docteur Aïpo? Je voudrais bien l'entendre, puisque en début de ces analyses, là, il y avait des choses très intéressantes qui ressortaient. Docteur Aïpo, est-ce que vous nous recevez? Très bien. Voilà. La qualité est bonne à présent. On vous écoute. Je disais donc que la constitutionnalité d'une loi dans notre pays
est décidée ou est validée par le Conseil constitutionnel. La Constitution de 2016 donc, a mis en place un mécanisme qui permet le verrouillage du processus électoral, d'une part par la Commission électorale et d'autre part par le Conseil constitutionnel. Alors là où nous sommes en train de parler, c'est le Conseil constitutionnel qui peut décider qui n'est pas éligible. Je vous donne mon cas. Je peux bien être éligible d'un point de vue des tests, mais je peux être exclu parce que le Conseil constitutionnel en a décidé ainsi. Je vous donne par exemple le cas du président Gbagbo. Il a été exclu de cette compétition par la commission électorale qui s'appuie sur la décision de la juridiction de première instance qui l'a condamné pour 20 ans de prison, ainsi que mon jeune frère, le président du GPS sur Rhodium. Alors, le grand professeur Vaudier nous avait dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier la forfaiture, mais nous sommes ici au cœur de ce que le docteur Boga appelait le juridisme. Alors, c'est sur cette base-là que la commission électorale, soit dite indépendante, va exclure ces deux potentiels candidats. Voilà donc le verrouillage qui était prévu par cette constitution depuis le départ. Parce qu'en 2015, il est important de rappeler à toute la Côte d'Ivoire et à l'Afrique que l'éminent professeur de droit constitutionnel, le professeur Vaudier, avait dû démissionner parce qu'il avait considéré à cette époque-là qu'il ne pouvait pas cautionner une procédure qui n'était pas, selon lui, d'un point de vue juridique constitutionnel. Il a démissionné et qui a été nommé à sa place? L'ancien secrétaire général adjoint des Forces nouvelles, dont le directeur de cabinet est aujourd'hui le président de la commission électorale. Comment vous voulez, dans ces conditions-là, que, quel que soit ce que nous disons, ces deux militants actifs du RDR puissent prendre des décisions contraires à la volonté de leur président? Voilà ce que nous avons vu en 2016 et pour laquelle nous nous sommes mobilisés. Nous avons dénoncé contre cette constitution parce qu'elle établissait à la tête de la Côte d'Ivoire désormais un président qui était au-dessus même de la République, au-dessus même de la Constitution, dans la mesure où les deux institutions qui lui permettent d'arriver au pouvoir et de gérer le pouvoir étaient de son fait et dépendaient exclusivement de sa bonne volonté. Nous sommes donc dans une situation de fait, une espèce de monarchie, bon, je dirais une république avec un monarque à la tête. Et ça, c'est cette constitution-là qui l'autorise. Je vais même vous rappeler que cette constitution a donné la possibilité au président de la République, ne personnalisons pas le débat, de nommer un tiers des sénateurs. Alors, n'importe quel président qui sera dans cette position-là, il domine toute la République. Parce que c'est lui qui nomme un tiers des législateurs au niveau du Sénat. C'est lui qui nomme tout le monde à tous les postes de responsabilité, y compris la commission électorale et le Conseil constitutionnel. Voilà le vrai problème. Alors, de deux choses l'une. Effectivement, M. Ouattara a raison. M. Vaudier a démissionné parce qu'il ne voulait pas affronter le président. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire fait face à son histoire. Alors pour nous, c'est simple. Hein? C'est simple. C'est-à-dire qu'il faut se mobiliser, il faut travailler et il faut aller jusqu'à ce que voilà, cette histoire d'élection-là lui prouve le contraire. Très bien. Merci, docteur Aïpo. Merci à vous. Alors, juste un rappel à nos panélistes qui sont sur Zoom. Au moment où vous finissez de parler, fermez votre micro. Et ça facilite aussi la communication avec l'autre. C'est pour ça que vous ressentez des échos. Il y a des micros qui restent ouverts, malheureusement. Le retour est bloqué. Très bien. Merci, Luc Michel. C'est donc ça. De votre côté, il n'y a pas de problème, Luc Michel. Je vous rassure déjà. Et justement, puisque vous avez dit un mot, je me retourne à vous, Luc Michel, sur cette question ivoirienne. Vous avez écouté le président
Alassane Dramane Ouattara, en tout cas très confiant au vu de la mobilisation, il faut bien le reconnaître. Il y avait plusieurs milliers de personnes au stade Houphouët-Boigny, une démonstration de force, pour reprendre l'expression de certains confrères de médias occidentaux. Alors, vous, Luc Michel, quand vous avez vu ça, qu'est-ce que cela vous a inspiré? On a vu quand même un président qui était très confiant et qui est d'ailleurs allé jusqu'à dire que, et je le citais également, que les candidatures sans cette troisième République, même la candidature de Bédier ou l'éventuelle candidature du président Laurent Gbagbo ne serait pas possible. Écoutez, tout d'abord que nos téléspectateurs comprennent, nous avons beaucoup de problèmes avec le retour son depuis le début de cette émission. Ce que m'inspire Ouattara en train de parler, c'est un mélange inacceptable d'arrogance et de cynisme. Il y a cette phrase où il dit qu'on doit empêcher les enfants de descendre manifester contre lui. Son armée privée, ce sont les micros, ce sont des jeunes voyous entre 10 et 16 ans, armés de machettes. Ils sont en train de découper vivants les opposants à M. Ouattara. M. Ouattara dit allons aux urnes. Mais laissez revenir vos adversaires. Le monde Afrique. Le monde Afrique, ce n'est pas Afrique Média. C'est l'organe de M. Georges Soros, de Bill Gates, etc., et qui roule pour M. Macron. Hier, dans un éditorial, expliquait que Ouattara avait peur, que l'homme dont il avait le plus peur pour le moment, c'était Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro avait encore des rapports, avait encore des hommes à lui dans l'armée. Eh bien, qu'il laisse rentrer M. Soro être candidat aux élections. Comme lui, d'ailleurs, enjoint la Cour africaine des droits de l'homme et beaucoup de chefs d'État africains. À partir de ce moment-là, où on a un personnage qui a pris l'habitude de mentir, avec ce cynisme, je le répète, qui est inacceptable, on ne peut pas avoir un cynisme pareil dans un pays qui est en feu. Le pays est en feu aujourd'hui. Il y a des villes qui brûlent. Je peux vous dire ce matin, j'avais des amis qui allaient se rendre à une funéraille, à un enterrement dans le nord du pays. Pour faire 300 km d'Abidjan jusque dans le nord, ils ont dû traverser 4 villages en flammes et ils ont été bloqués 2 fois. C'est ça qui se passe. Il y a des morts. Hier, une femme a été incendiée par les microbes pour l'arroser des cendres. Elle a été brûlée vive. Il faut un peu arrêter avec ça. Quand on a un pays qui est en train de flamber, on ne tient pas un discours pareil. Mais Monsieur Ouattara, il participe de ce mensonge avec les Occidentaux. Les Occidentaux, France 24, LCI, Le Monde, etc., ils sont en train de nous vendre un scénario politique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire serait entrée en période électorale. Mais non, elle est entrée en période de révolte, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en plus, maintenant, elle a l'exemple de ce qui se passe au Mali. Et il ne faut pas négliger cela. Il y a de plus en plus de sous-officiers, d'officiers de l'armée qui diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux contre M. Ouattara. Et je comprends l'inquiétude de M. Ouattara. Le problème, c'est que est-ce qu'on va le laisser dans ce scénario? Est-ce qu'on va le laisser enfoncer la Côte d'Ivoire dans le mensonge d'une compétition électorale dont M. Ouattara, depuis 2016, a comploté nouvelle constitution, trucage de la commission électorale, etc., trucage de la justice et aujourd'hui, trucage des candidatures et des listes électorales? Est-ce qu'on va le laisser dans ce scénario politique ou est-ce qu'on va soutenir les Ivoiriens pour que M. Ouattara soit dégagé par la rue? C'est ça l'alternative en Côte d'Ivoire. L'erreur de l'opposition, c'est d'avoir, jusqu'à il y a quelques jours, c'est d'avoir tout misé sur l'hypothèse de trouver un candidat acceptable, chacun ayant son champion, pour le deuxième tour de l'élection. Le problème, c'est plus de savoir si on va servir de faire valoir à une élection truquée ou si les gens vont se révolter et chasser ce président indigne, un président qui parle avec cynisme dans un pays en feu et qui fait croire qu'il est en mesure, évidemment, de gagner une élection truquée, que ses adversaires ont peur de lui, qu'il connaît la Constitution. Je peux vous dire qu'il y a eu l'avis des gens qui ont rédigé pour M. Ouattara la Constitution. Ils disent tous que la continuité, elle est dans les textes entre les articles 35 et 55, il n'y a pas de doute. La Constitution de la Nouvelle République,
elle continue la précédente constitution, il n'y a pas de possibilité d'un troisième mandat, il n'y a pas de remise des compteurs à zéro. Monsieur Ouattara, je suis d'abord avec le docteur Boga, il connaît mal le texte qu'il a aidé à faire voter. Président Bandakani. Mon cher Bachir, d'abord je voudrais saluer le docteur Boga Sako. Oui. Je voudrais saluer mon frère. Docteur Aïpo. Docteur Dibré, là d'abord. Ah, Brice Beyi, d'Urgence panafricaine, l'ONG de notre ami Kémy Séba. Oui. Je voudrais saluer le docteur Martial Aïpo. Si mes souvenirs sont exacts, c'était le leader de la FESI. Oui, exactement. Il va confirmer. Exactement. Ah bon, donc c'est lui. Exactement. Voilà, donc on suit ça et voilà, je suis content de le retrouver parce que je l'avais un peu perdu de vue. Oui. Je suis très content de voir qu'il est en forme, il est bien vivant là. Voilà. Donc c'est bien parce que la FESI a joué un rôle historique dans la maturation de la conscience démocratico-politique en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, à la maturation de la conscience historique en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, nous savons que les Guillaume Soro sont passés par là, les Charles Dégoudé sont passés par là. Et quand je vois, n'est-ce pas, dans une émission, une des figures majeures de la FESI, je le salue avec beaucoup de respect. Bachir, je voudrais me démarquer du juridisme et même du constitutionnalisme pour mieux comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que le prétexte constitutionnel, c'est une diversion savamment organisée par le président Ouattara pour distraire les gens. C'est-à-dire, on appelle ça un contre-feu tactique. C'est un contre-feu tactique pour vous divertir. Alors que la démarche de l'individu, du président, est basée sur une matrice qui n'a rien à voir avec la Constitution, mon cher Bachir. La matrice qui gouverne la Côte d'Ivoire, la matrice qui est au cœur de l'enjeu ivoirien, c'est une matrice criminelle. C'est une matrice de construction d'un océan de sang. C'est une matrice abjecte. Bachir, à qui on va faire croire que l'abjection peut respecter une constitution? Il ne faut pas perdre le temps à dire comme ça. Pour fatiguer les gens et divertir, et masquer le caractère odieux, le caractère abject, inacceptable du plan de l'éthique, du plan de la politique, dans son essence même, de ce qui est en Côte d'Ivoire. Est-ce que les mots ne sont pas forts? Il n'y aura pas de mots forts pour décrire ce que la Côte d'Ivoire a vécu et vit. Et moi, je ne me tairai jamais. Parce que si on est un homme sur cette terre, on ne peut pas se taire devant des choses comme ça, mon cher Bachir. C'est le combat de l'Afrique. Le drame ivoirien est la synthèse de tous les drames que l'Afrique vit depuis 70 ans. C'est la synthèse. Et nous sommes au cœur du projet de recolonisation de l'Afrique. Et l'incarnation de ce projet, c'est le président Ouattara. Oh, pourquoi nous sommes en combat contre lui depuis 10 ans? On n'a pas un problème personnel, M. Ouattara, je l'ai déjà dit ici. Et chacun est en train de voir l'abjection qui est en l'œuvre. Cette abjection, ce n'est pas une affaire de constitution. On parle de quoi? On parle de quoi? Pourquoi on perd le temps sur les arguments juridiques du Conseil constitutionnel? On dit ça à qui? On dit ça à quelqu'un qui a piétiné une constitution en 2010, a écrasé tout ce qui était comme fondement des institutions pour prendre le pouvoir, et qui après n'a pas eu honte d'aller convoquer l'ancien président du Conseil constitutionnel, ce Barbeau, qu'il avait humilié complètement pour lui dire « Viens ici ». Vous savez pourquoi il a fait ça? On le dit. Mais parce qu'il n'y avait pas... La continuité juridique de l'État n'existait plus. Ce qui devait avoir des conséquences sur les contrats signés, mon cher Bachir. Donc, si quelqu'un vous dit que le compteur est à zéro, ça veut dire que tous les contrats qu'il a signés sont à zéro, mon cher Bachir. Puisqu'il ne peut signer un contrat en Côte d'Ivoire que sous le mandat d'une constitution. C'est d'ailleurs pour ça que les partenaires lui avaient dit, c'était des conseils, parce qu'il voulait passer outre, parce que lui s'en fout de tout, le président. Donc il voulait passer outre, on lui avait dit, monsieur, il faut un acte symbolico-constitutionnel pour garantir la continuité de l'État, c'est-à-dire des mandats, des engagements qui ont été pris par l'ancien président. Ah oui, mon cher Bachir, donc c'est ça la continuité de l'État. Donc aujourd'hui, quand le président Ouattara dit que la constitution est à zéro, pour justifier, n'est-ce pas, cette forfaiture, cette énième forfaiture constitutionnelle, la question est simple, pour savoir qu'on a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est de demander, mais est-ce que tous les contrats qui ont été signés sur cette constitution sont aussi à zéro? Évidemment, c'est non. Donc arrêtons le débat de la constitution. C'est pour divertir les gens. Nous sommes dans la continuité, donc. Non, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la constitution. C'est parce que ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est que, Bachir,
Est-ce que les hommes peuvent accepter ça au XXIe siècle? Est-ce qu'on peut accepter ça avec tout ce que l'humanité a accumulé comme expérience, que l'humanité a accumulé comme leçon de l'histoire, avec toute la longue trajectoire de l'humanité vers la civilisation, en parlant comme ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? Ceux qui découpent les gens en Côte d'Ivoire, c'est la France, ce sont les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'ONU et l'Union européenne. Voilà les gens qui brûlent en Côte d'Ivoire. Voilà les gens qui tuent en Côte d'Ivoire. Tous les crimes qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est ce gang international-là. Ce sont eux qui tuent. Monsieur Ouattara n'est que leur représentant. Voilà pourquoi M. Macron est silencieux. Le grand bavard mondial, incapable de gérer son pays, qui parle partout, il parle au Liban, il parle partout. Il s'éteint en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils le font, mon cher Bachir? Posez-vous la question. Pourquoi M. Guterres, qui peut faire toute sa vie, pourquoi il se taise? L'Union européenne s'y attache aux droits de l'homme, pourquoi il se taise? Il faut tirer les leçons. C'est la fin de l'illusion démocratique néo-occidentale en Afrique. C'est la fin de cette démocratie néocoloniale. C'est la fin de la communauté internationale, mon cher Bachir. Mais les gens pensent qu'on blague. Cette communauté internationale, Luc Michel vous l'a dit, il vous a dessiné la figure du monde de demain. Mais nous, on a dit ici que la communauté internationale va tomber. Et l'abjection qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est l'enterrement de la communauté internationale version Illuminatis. C'est ça qui est en train de tomber en Côte d'Ivoire. Donc, venir perdre le temps sur un débat sur la Constitution, mon cher Bachir, permettez-moi de ne pas y insister, avec tout le respect que j'ai pour Marcel Aïpo, pour Dr Boga. Et pour nous autres, en tout cas. Oui. Bon, alors, Vraiment, justement, attends, je ne vous retire pas la parole. C'est pas un mépris, hein. Oh, non, non, je comprends. Je comprends. Et d'ailleurs, Voilà. ils le comprennent, ils savent que ce n'est pas un mépris. Tout le monde, y compris nous. Le débat, Et il est là. justement, alors, dans votre débat, ou plutôt dans l'orientation que vous donnez au débat, une question se pose. Combien d'Ivoiriens doivent donc mourir, doivent encore mourir pour que nous comprenions enfin ces enjeux? Je viens de vous dire que la matrice fondamentale du drame ivoirien, c'est une matrice de criminels. Ils ne peuvent que vivre qu'en versant du sang. Ce sont des gens qui versent le sang depuis la nuit des temps. Les Illuminatis et toute cette communauté de gangsters qui ont détruit la Côte d'Ivoire pour nous servir ce projet-ci-là. Ils vivent que du sang. Voilà pourquoi au départ, j'ai demandé aux Ivoiriens de ne pas compter dans la... Vous vous souvenez, Bachir? Oui. Moi, j'ai dit que si j'avais un avis qui comptait, pour moi, aller affronter cette abjection, pour moi, au risque de la vie, je ne conseillais pas ça. Mais ce n'est pas moi le peuple ivoirien. Je ne suis qu'une petite voix. Les Ivoiriens font ce qu'ils veulent, mais moi, je n'ai pas conseillé ça parce que je savais, je me souviens de ce qui s'est passé en 2010. Je sais de quoi est capable cette communauté internationale. Parce que toute l'histoire de la communauté internationale, c'est le versement du sang. Bachir, les océans de sang là, l'océan de sang que cette communauté internationale a versé, mon cher Bachir, c'est l'ensemble des océans qui a sur Terre qu'il faut mélanger pour évaluer ça, mon cher Bachir. C'est cette matrice qui est en jeu en Côte d'Ivoire. C'est l'abjection suprême. Vous croyez que peut-on attendre du président Ouattara? Il fait ça parce qu'il est protégé. Il est protégé par qui? Par le monsieur Macron. Par monsieur Macron. Il est protégé par la communauté internationale autoproclamée, mon cher Bachir. Donc c'est le procès de ces gens-là qui est en Côte d'Ivoire. Je termine en disant ceci, mon cher Bachir. Moi, je vous avais dit ici, il y a 2 semaines, que l'histoire a des cartes secrètes qu'elle s'est réservée quand elle est face à l'abjection. Cette arrogance, pour les gens bombent leur poitrine parce qu'ils se sont placés au niveau de Dieu. Parce qu'ils croient qu'ils sont l'incarnation de Dieu. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans ce discours honteux et nauséabond, mon cher Bachir, qui fait vomir. Donc, les gens, l'histoire est remplie de gens qui ont bombé leur poitrine, mon cher Bachir. L'histoire est remplie de gens qui se sont pris pour Dieu parce qu'ils croyaient qu'ils sont protégés par la communauté internationale divinement consacrée, mon cher Bachir, qui est au-dessus de tout le monde parce qu'elle a concentré la puissance à un niveau le plus absolu. C'est ce qu'ils pensent, mon cher Bachir. Alors la carte secrète est en marche. Très bien. Cet homme-là qui bombe sa poitrine, il ne dort plus depuis qu'il y a l'accélération qu'il y a eu au Mali. Nous avons des informations. Oui, mon cher Bachir, ne soyez pas impressionné par les stades qu'on remplit. Le président Gbagbo faisait mieux. Vous comprenez? En son temps, le président Gbagbo faisait mieux. Mais le président Ouattara dit, je veux vous détruire, je veux vous renverser parce que je suis Dieu. Je suis le fils de Dieu. Dieu est à la communauté internationale autoproclamée. Mon cher Bachir, le président Bédié faisait mieux ce jour. À l'époque, quand il était à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire,
il était dans la manifestation suprême de sa présidence. Et le président Ouattara a dit dans un journal, le journal existe encore, mon cher Bachir, il avait dit « Je frapperai ce gouvernement et il tombera ». Parlant de Bédié, je termine. Donc, vous voyez donc que, mon cher Bachir, nous ne sommes pas impressionnés par les stades qui sont remplis. Vous comprenez? Le président Ouattara n'avait pas prévu que l'histoire allait s'accélérer au Mali. Pourquoi il a peur, le président? Pourquoi il fait tout pour renverser les militaires au Mali? Pourquoi il fait peur, mon cher Bachir? Voilà le vrai débat. C'est pour la Constitution. Pourquoi le président a si peur? Vous savez pourquoi, mon cher Bachir? Vous savez pourquoi? L'abjection appelle l'intervention divine. Moi, je suis plus sur le plan politico-primaire. Je dis l'abjection suprême appelle l'intervention divine. Et Dieu ne peut pas se taire devant autant d'arrogance. Très bien. Devant autant d'injustice. Merci, président. Devant autant de crimes, mon cher Bachir. Allez, merci à vous. Cette communauté internationale va tomber. Voilà. Donc, c'est donc le président Mandakani est dans le verbe qu'on lui connaît. Docteur Boga Sako, alors nous revenons sur cette question qui fait débat, le processus électoral. Est-ce que, en toute âme et conscience, le processus électoral tel qu'il est en train de se dérouler pourrait favoriser ce que les Ivoiriens attendent de tous, la réconciliation nationale? On voit aujourd'hui l'opposition et la société civile qui sont prêts à aller jusqu'au bout, à braver tous les interdits pour faire entendre leur voix. Et de l'autre côté, il y a cette menace quand même à ciel ouvert, il ne faut pas se le cacher. On a réécouté le président Alassane Dramane Ouattara, on l'a entendu dire ceux qui vont braver ces interdits auront affaire à eux. Alors finalement, est-ce que dans ce processus, l'Ivoirien lambda va trouver son compte? Merci, M. Bachir. Merci beaucoup, cher ami. J'ai écouté mes compatriotes. Je viens d'écouter très éloquemment encore le président Mandakani. Et je partage, d'un point de vue, j'allais dire métaphysique ou en tout cas spirituel, tout ce qu'il a décrit. Parce que nous sommes dans un monde fou. Nous sommes dans un monde fou où finalement, le bon sens, comme Descartes disait, la chose la mieux partagée n'est même plus respectée. Dans mon pays, on a pratiquement renversé toutes les vertus, toute la moralité pratiquement. Et ce sont les rebelles, ce sont les tueurs, ce sont les criminels qui sont à la tête du pays. Et on poursuit d'honnêtes citoyens, on les a fait fuir de leur pays et ils sont contents et ils règnent. Heureusement, comme le temps est un autre nom du divin, M. Bédié, M. Soro, tous ces gens nous ont rejoints finalement dans l'opposition et aujourd'hui on a le même adversaire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais, avant de répondre à votre question plus précisément, dire à mes deux compatriotes, les docteurs Beiri et Martial Aipo, que en fait ils ont dit on va choquer le docteur. Je ne suis même pas choqué, chers amis. J'ai écouté vos analyses. J'ai écouté l'analyse. En fait, c'est de l'ironie que vous avez fait. Vous avez dit, en fait, le monsieur savait où il allait. Nous, on l'avait compris depuis et on a voulu appeler l'attention, etc. On se comprend. Donc, en tant qu'intellectuel, je ne suis pas choqué parce que j'aime les analyses contradictoires. Et puis là, même, il n'y avait pas de contradiction puisque finalement, on a le même objectif final qui est qu'il y a une constitution que le monsieur piétine à sa guise, il fait ce qu'il veut. Et puis bon, quelque part, comme je l'ai dit tantôt qu'il y a un juridisme, on peut prendre la thèse A comme la thèse B. Et comme c'est lui qui est aux commandes, il peut faire prendre la thèse qui l'arrange. Et pour terminer sur cette petite précision, je voulais dire que le professeur Vaudier même, quand il démissionnait, mon cher Aipo Martial, en 2015, c'était même pas encore au niveau de l'élaboration de la Constitution. Lui, c'était lorsque M. Ouattara voulait faire son deuxième mandat. Or, du fait qu'il n'est pas éligible en Côte d'Ivoire, je dis toujours que c'est un inéligible notoire. Et donc, le professeur Vaudier, qui voyait là que ça allait être une difficulté au regard de la Constitution, a dit que moi, je ne peux pas cautionner une éligibilité qui n'est pas conforme à la Constitution. Et on l'a poussé quelque part à la démission. Et vous savez, c'est lui qui l'a remplacé, dont le professeur Aipo a parlé, qui s'appelle donc M. Kone Mamadou. Il est venu pour dire M. Ouattara est candidat de façon dérivée. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'est pas allé dans le fond. Le Conseil constitutionnel a dit, comme en 2010, M. Laurent Gbagbo a permis qu'il soit candidat selon l'article 48, nous, Conseil constitutionnel, on continue sur cette base. Et c'est comme cela qu'il a été éligible de façon translative ou alors transitoire ou dérivée. Bref, mon cher, oui, tout à fait. Mon cher Bachir, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en danger.
Et vous me permettez toujours de saluer ma chère amie, puis chérie Edith Balé, qui a eu le cran de demander aux Ivoiriens, depuis le jeudi 15 août 2020, 13 août, pardon, jeudi 13, de descendre dans la rue. Et à sa suite, les partis politiques ont été quelque part contraints de suivre. Parce que j'avoue que les hommes politiques étaient dans des calculs politiciens, comme ils savent bien le faire. Il y en a qui se disaient, non, peut-être qu'en allant à cette élection, vu que le président Gbagbo n'est pas encore rentré, peut-être que je peux prendre ses voix pour pouvoir gagner en allant affronter. Mais vous affrontez qui? Vous affrontez M. Alassane Ouattara, qui a déjà verrouillé la commission électorale indépendante, qui a déjà verrouillé même le code électoral. Il a fait exprès d'imposer le parrainage, de lever la caution à 50 millions, en étant seul dans son bureau ou dans sa chambre, avec une ordonnance, ce qui est même en contradiction avec la Constitution. Parce que notre Constitution donne le droit au chef de l'État de prendre des ordonnances dans le domaine budgétaire, mais pas dans le domaine d'une élection, dans le domaine électoral. Les questions électorales sont tellement graves, pour ne pas dire gravissimes, qu'elles ont besoin d'un assentiment de toute la population, de l'opposition, de la société civile, parce que ça engage la nation. M. Ouattara, lui seul, il adopte un code électoral, il nous impose ce qu'il veut, et on prend les listes électorales. Les listes électorales aujourd'hui ne sont pas chrétiennes. C'est pour cela que l'opposition a été obligée, à notre demande, quelque part, de demander qu'il y ait un audit international. Donc, en répondant précisément à votre question, l'élection à laquelle nous partons le 31 octobre, elle ne doit pas avoir lieu. Parce que si nous n'avons pas pu gérer notre crise préélectorale, l'élection va conduire à une crise post-électorale des plus graves que celle de 2010. Vous voyez le schéma dans lequel M. Ouattara va dire qu'il est vainqueur. Parce que quelqu'un qui brigue un troisième mandat en marchant sur la Constitution, mais ce n'est pas pour aller perdre l'élection. Il dit d'ailleurs même qu'on a peur de lui. Mais on a peur de lui, pourquoi il n'autorise pas tout le monde de venir compétir? Pourquoi M. Laurent Gbagbo ne vient pas? M. Bédier, M. Soro, M. Akossi Benjo, tous ceux qui veulent compétir. Voilà. Donc je veux dire par là que M. Ouattara, il dit qu'on a peur de lui, mais en réalité, c'est lui qui a plutôt peur. Et donc je voudrais dire, chers amis, que pour nous, en tout cas à la FIDOC, l'élection doit être reportée. Il faut reporter l'élection. On va mettre tous les éléments à plat. La commission électorale va être reconstituée comme l'a demandé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On va reprendre les listes électorales et même on va adopter le code électoral nouveau. De sorte que la Côte d'Ivoire puisse sortir de cette période de crise dans la paix. Mais sinon, en défiant le peuple, chers amis, je le dis toujours, cette fois-ci, je n'ai jamais vu les Ivoiriens, depuis 10 ans, se lever contre M. Ouattara pour descendre dans la rue, se faire tuer. Si nous reculons maintenant, c'est que nos compatriotes sont morts pour rien. Or, c'est M. Ouattara qui devra reculer, là où nous sommes arrivés. Voilà. Sako, docteur Aïpo, quand on a écouté docteur Sako Boga, alors, il nous dit, en répondant à ma question, que pour éviter donc que les Ivoiriens ne perdent encore leur vie, il faudrait que cette élection du 31 octobre soit reportée. Mais là, ce n'est que la société civile qui se penche vers cette direction depuis que nous organisons les débats ici. Aucun candidat de l'opposition n'a ouvert cette voie, ne s'est prononcé sur un éventuel report des élections. Est-ce que c'est une façon pour eux de dire que la situation actuelle les arrange? Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Ça fait 30 ans que je suis dans ce combat. J'ai contribué d'une manière ou d'une autre à la formation politique et idéologique de toute une génération. Tout à fait. Et je connais pratiquement toute la classe politique ivoirienne. Voilà. Et donc, je peux m'évertuer à quand même donner un avis. Il peut être humble, mais je crois qu'il n'est pas très loin de la vérité. Nous ne sommes pas, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, dans une procédure électoraliste ou juridique ou alors constitutionnaliste. Là où nous sommes en train de parler, nous sommes en plein processus politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les acteurs politiques qui décident d'une stratégie et qui la valident et qui vont jusqu'au bout de cette stratégie-là. Aussi longtemps qu'on n'a pas mis en place une stratégie, effectivement, il ne peut pas y avoir de résultats sur le terrain. Pour dire simplement que c'est la responsabilité de l'ensemble des acteurs politiques qui ne sont pas d'accord avec les processus ou les procédures qui sont en cours, qui est engagé. Alors,
nous avons eu une formation qui nous apprend que chaque fois que ton ennemi te félicite ou t'invite sur un terrain, c'est que lui, il est déjà prêt. À partir du moment où nous, on considère qu'il y a un certain résultat, il faut qu'on s'organise différemment en veillant surtout à éviter les pièges de l'adversaire. Il faut déjà déterminer qui est l'adversaire, qui est l'ennemi, etc., etc. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, nous considérons que c'est une affaire politique. Et nous, dans les jours qui viennent, ce que nous allons faire, c'est éventuellement d'interpeller tous ceux qui sont concernés pour que, ensemble, on ait une idée précise de ce qu'il faut faire. Mais pour moi, je n'ai aucun doute que les Ivoiriens valideront toute forfaiture. Ce que nous voulons, c'est que chaque Ivoirien, je ne parle pas des hommes politiques en tant que tels, je parle de l'Ivoirien lambda, s'interroge et répond à une seule question. Et à partir de ce moment-là, chacun va déterminer sa position. Moi, personnellement, en 2016, j'ai dénoncé cette constitution et je savais qu'elle allait nous mettre dans une telle position. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que nous mettions en place des mécanismes qui nous permettent de redéfinir, de reconstruire notre pays par rapport aux générations qui viennent. Ça suppose qu'il y ait une entente, un front uni, mais pas basé sur un quiproquo, mais sur des résultats concrets, sur un travail précis. Il est important que les opposants se réunissent et qu'ils voient ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire de demain. Parce que vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple à tout hasard. Le parrainage dont il est question ici, pour lequel la dernière fois nous sommes retrouvés à la commission électorale que nous avons vigoureusement dénoncé. Parce que dans ce pays, en peine on commence une campagne électorale, Dr Bouga parle de crise post-électorale. On n'est même pas dans le schéma de la crise post-électorale. On est dans le schéma d'une crise préélectorale. On n'a même pas encore désigné qui sera candidat, mais déjà on a plus de 27 morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous rentrons dans l'élection, avant même qu'on en arrive au 31 octobre, on aura combien de morts? Vous voyez? Ça veut dire qu'ils se mettent d'accord sur un seul point. Qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de cela, je pense que les Ivoiriens sont assez matures pour assumer leurs responsabilités. Nous pensons que c'est faute de stratégie que tout le monde va dans tous les sens. Il s'agit de mettre en place des mécaniques, il s'agit de mettre en place des mécanismes, et puis à partir de ce moment-là, le problème sera résolu. C'est un problème politique, il n'a rien à voir avec un problème de droit ou de jurisme ou de constitutionnalisme. Voilà un peu ce que je voulais dire. Si donc on prend nos responsabilités en tant que soit leader d'opinion, soit parti politique, soit en tant que citoyen, je crois que le problème sera résolu sans même effusion de sang. Merci, Dr Ayipo. Eh bien, Dr Brice Beiri, on veut bien aller vers des élections sans effusion de sang, mais en l'état actuel des choses, est-ce que c'est encore prêt? Il faut quand même dire que tous les bords ont affûté leurs armes, du moins pour ne pas exagérer, bien sûr. Allô? Oui, Dr Beiri, c'est à vous la parole. Oui, j'avais un problème avec le son de mon appareil. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, il faut aller vers des élections sans effusion de sang. Il faut éviter tout cela. Mais est-ce que c'est encore possible quand on sait quand même que les acteurs de tout bord sont prêts, chacun a affûté ses armes, des armes verbales, d'autres sont même prêts avec, j'allais dire, des armes physiques. Est-ce que c'est encore possible d'éviter l'effusion de sang en Côte d'Ivoire? Je vous remercie pour la question. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur certains points. Vous voyez, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, nous avons eu le président Gbagbo et ensuite le président Ouattara. On n'a connu que ces trois présidents. Malheureusement pour nous, ces trois ténors de la politique ivoirienne nous fatiguent. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours eux qui doivent être candidats, qui ne doivent pas être candidats, ils se battent entre eux depuis plusieurs années. Et c'est nous, le peuple de Côte d'Ivoire, qui souffrons de leurs bêtises.
Voyez-vous, il y a quelques mois, le président Alassane Ouattara annonçait qu'il ne se présentait pas à des élections, aux prochaines élections présidentielles. Tout à fait, en mars. J'ai vu la vive réaction du président Macron que j'ai félicité. Par la suite, après la mort du Premier ministre Gon, le président Ouattara nous dit que pour une raison exceptionnelle, les membres de son parti lui demandent de se présenter aux prochaines élections. Je ne pense pas que la mort d'un individu puisse remettre en question ses ambitions politiques et la vie de toute une nation. Malheureusement, depuis qu'il a décidé d'être candidat, nous n'avons pas vu réagir la communauté internationale et même le président français. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train de nous distraire avec cette question de constitution. Est-ce qu'il peut se présenter? Est-ce qu'il ne peut pas se présenter? Que dit la constitution? Pour moi, ça c'est un faux débat. Mais on ne peut même pas aller à des élections. Déjà, aller à des élections sans effusion de sang, je comprends votre question, mais on ne peut même pas aller à ces élections, je pense. Parce qu'on ne peut pas aller à des élections qui sont truquées d'avance et ne pas avoir d'effusion de sang. Pour moi, si ces élections sont maintenues, il y aura même une crise préélectorale. On n'arrivera même pas aux élections, il y aura des morts en Côte d'Ivoire. La question qu'il faut se poser, c'est la question de la commission électorale. Est-ce qu'elle est indépendante, comme son nom le dit? Je crois que non. À la tête d'une commission électorale, on ne peut pas mettre un ancien chef rebelle issu des rangs de son bord politique et prétendre aller aux élections. Allô? On vous écoute, Dr Beiri, on vous écoute, allez-y. Voilà, donc comme je disais, on ne peut même pas aller à ces élections parce qu'il y aura une très forte crise préélectorale. Pour moi, on ne peut pas. Il y aura du sang qui va couler et c'est la raison pour laquelle, il faut aujourd'hui réformer la commission électorale. Il faut aujourd'hui revoir les conditions pour aller à ces élections. Mais pour moi, il n'est pas possible d'aller à ces élections sans effusion de sang. Très bien. Il faut donc revoir toutes les conditions, toutes les règles. C'est ce que nous dit en somme Dr Brice Beiri. Alors, c'est-à-dire que là, il y a 2 ou 3 problèmes, peut-être plus. On parle de la réforme de la CEI et puis du toilettage pratiquement du fichier électoral. On revient à nos autres invités puisqu'on a encore une dizaine de minutes, le temps de donner la parole à quelques téléspectateurs. On revient juste après. On m'a annoncé d'ailleurs un appelant, M. Alassane, qui nous appelle justement de Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Alassane. On n'a pas le son au plateau. Monsieur Alassane, bonsoir. Vous êtes en direct, on vous écoute. D'accord, Alassane est un peu distrait. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Allô? Allez, nos appelants sont un peu distraits, donc on va très rapidement revenir. Alors, Jean Sakpono, bonsoir depuis les États-Unis. Oui, Jean, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, Jean. Jean, vous êtes en direct, on vous écoute.
On va refermer le standard. Ils auront l'occasion d'appeler une autre fois. Président Bandakani, je vais me retourner vers vous. Voilà, nous nous interrogeons sur ce qu'il faille faire pour éviter les fusions de sang. Et Dr Beiri, dans ses analyses, comme nous a dit que pour cela, il faut quand même remettre véritablement les compteurs à zéro, notamment en ce qui concerne la commission électorale, la CEI, et bien sûr le fichier électoral qu'il faut toiletter pour permettre à chacun d'aller à ces élections à armes égales. Ça s'appelle, Bachir, l'électoralisme. Beaucoup de respect pour le docteur Beiri. Il sait de quoi il parle certainement. Mais à l'observation, tout ça relève de ce qu'on appelle l'électoralisme. Les problèmes de l'Afrique n'ont rien à voir avec l'électoralisme. Rien à voir. Et l'impasse dans laquelle se trouvent tous les pays prétendument démocrates africains, avec les vitrines pas possibles de la démocratie, qui brillent même plus que la lumière, nous amène à revoir, à comprendre et à tirer une fois de leçon pour toutes que le problème de l'Afrique, ce n'est pas une affaire d'électoralisme, avec tout ce que ça comporte comme commission électorale transparente, les mandats limités, 2 mandats, machin, tout ça. Donc ça, ce sont des histoires pour enfants. Vous comprenez? Ma position est constante depuis Bachir. C'est une position générale. C'est un principe, c'est une conception générale. Il peut y avoir des particularismes liés à des situations. Ma position est claire. On ne démocratise pas les néocolonies. Ça conduit à l'impasse. Et 30 ans, 40 ans de démocratisation néocoloniale est en train de nous parler. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Ça nous parle, mon cher Bachir. Donc, nous démarquons des lectures qui font croire que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France, ce n'est pas la communauté internationale, c'est parce qu'il y a 3 personnes qui aiment trop le pouvoir et qui veulent mourir au pouvoir. Ils sont toujours candidats depuis 30 ans. Non, ce n'est pas sérieux, ça. Vous êtes en train de punir Gbagbo parce qu'il aime son pays, le président Gbagbo. Quelqu'un a combattu toute sa vie pour son pays et vous lui interdisez de le diriger démocratiquement s'il est élu par la population. Est-ce que le président Gbagbo était dans l'exil, dans les combats avec son parti, endurant des misères, des souffrances? Pas possible. Qui était là pour dire que non, tu as trop souffert, maintenant on va te reposer, donne-nous le flambeau de la souffrance, de la galère. Mais il faut arrêter ça. C'est quoi l'affaire ça? Vous allez punir les gens parce qu'ils aiment leur pays. Vous, cette affaire de génération, d'âge là, moi je ne suis pas dedans. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc mon débat, c'est même pas... Je ne suis pas là pour voir... C'est pas pourquoi je vous ai dit que je m'écartais du constitutionnalisme. Parce que quand tu as fait une réalité, quand tu la connais déjà, il faut perdre ton temps sur les bêtises. Ce n'est pas une affaire de constitution qui est en Côte d'Ivoire. C'est un crime contre l'humanité qui est en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le problème. Voilà pourquoi nous n'avons pas félicité M. Macron quand il a salué la comédie qu'il a organisée avec le président Ouattara. Ça a été organisé, j'ai dit ici, lorsqu'on a créé le coup que le président Ouattara vient d'obtenir son 3e mandat, je l'ai dit ici. Maintenant, ils ont fait le cinéma pour tromper les gens. Vous félicitez M. Macron. Bon, maintenant alors, félicitez M. Macron, puisqu'il est silencieux, il ne dit rien. Non, pour dire que le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'enjeu, mon cher Bachir. Une fois de plus, je le répète, ça veut donc dire que si donc par hasard, M. Gbagbo, le président Bédié et M. Ouattara dégageaient la scène politique, étaient remplacés par M. Ngon Koulibaly ou par M. Bakayoko, par M. Guillaume Soro et les autres, donc la Côte d'Ivoire serait tranquille. Il n'y aurait plus de problème. Tous ces gens qui parlent de ces choses-là, Bachir, c'est parce que les gens ne veulent pas affronter la communauté internationale. Parce que les gens croient toujours que non, c'est la communauté internationale qui arbitre l'accession au pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. On est sévère envers ses propres faits, on est dur, on peut être très dur, mais on protège la communauté internationale, on la caresse. On ose faire croire que M. Macron félicite quelqu'un et ça vaut la peine, ça mérite un commentaire. M. Macron peut dire quoi de bon dans sa vie. M. Macron peut dire quoi de bon. Donc pour vous, dire que le problème de la Côte d'Ivoire serait Gbagbo, Ouattara ou encore Bédié serait... C'est dénaturer ce problème. Très bien. D'autant plus que bon, ben, ces présidents-là, ces personnalités-là, elles ne tombent pas es nihilo. Elles ont des partis, elles sont des incarnations différentes des trajectoires politiques ivoiriennes, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, M. Ouattara dit le combat est ailleurs, pour résumer. M. Ouattara dit qu'il est le successeur du Fouet, non? Oui. Le successeur du Fouet. Il est au fouettisme. Voilà, il est au fouettisme. Bon. Il aime la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens, puisqu'il est parti de Burkinabé à Ivoirien. Il aime la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens. Mon cher Bachir. Il y a tellement d'impostures dans cette affaire. Et on va d'imposture en imposture, ça ne changera pas. Le problème, il est clair, mon cher Bachir.
Le président nous a dit que c'est lui qui a conçu et a planifié la Troisième République. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que Bachir me permettre de dire qu'on a aussi planifié la mort de Ngon Koulibaly? Ce serait exagéré, je vous en prie. Non, je pose une question. Oui. Je vous dis, puis-je me permettre de dire, c'est toujours une question. Oui. Puisque quand on planifie toutes les phases, Bachir. Quand vous planifiez, la planification, le président Ouattara, c'est un très grand économiste, n'est-ce pas? Il dit qu'il est le plus grand économiste du ciel et de la terre. Donc quand on planifie, mon cher Bachir, il y a des objectifs à court, moyen et long terme, il y a des phasages, mon cher Bachir. Oui. Il y a des phasages à court, à moyen et long terme. Donc si nous allons planifier, est-ce que nous pouvons imaginer donc que même la mort de M. Ngon Koulibaly a été planifiée? Peut-on imaginer donc que les enquêtes diligentées sur le Premier ministre Bakayoko concernant la drogue, par la DEA, par toutes ces enquêtes-là, c'était aussi Bachir planifié, puisque j'ai observé que dès que le Premier ministre Bakayoko a dit que monsieur le président pouvait être candidat, on ne parle plus de l'enquête, ça a disparu. On nous prend pour les qui? Pour les totaux. Un matin, on nous dit que non, voici les preuves. La Côte d'Ivoire est un narco-État au plus haut sommet de l'État. Voici, on fait même fuiter les noms. Voici les preuves. On nous sort les enquêtes, on nous sort 2, 3 parties de l'enquête. On dit il reste 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. On nous dit ça, et dès que monsieur le Premier ministre, présumé coupable, ou bien présumé coupable, n'est-ce pas, dans le cas d'espèce, dès qu'il se rallie à la candidature du président, les enquêtes disparaissent, mon cher Bachir. Bon, tout ça, c'était la planification. Je pose seulement des questions pour dire qu'il y a tellement d'impostures, il y a des choses inacceptables sur le plan de l'éthique, de la morale, de tout. Mais la politique, Bachir, ce n'est pas la saleté. Tout n'est pas permis en politique. C'est qu'elle a fait ça. Mais là, nous ne sommes même plus en politique. Si la politique est rabaissée à ce niveau, n'en parlons plus. Arrêtons la politique, ne combattons même plus. Il y a des principes avec lesquels on ne transige pas en politique. Le président Ouattara a violé les principes essentiels de la politique, de la morale et de l'éthique en la matière. Donc le débat, il est à ce niveau. Donc je précise et je répète, je termine par là. Ce qui se joue en Côte d'Ivoire, c'est le procès de la communauté internationale. Je répète, je vais mourir sur ça, Bachir. C'est la communauté internationale. Parce que M. Ouattara n'a pas les moyens à son niveau de faire ce qu'il a fait. Il est encadré, il est porté, il est nourri, il est béni par la communauté internationale. Les femmes sont en train de se faire brûler en Côte d'Ivoire, Bachir. Par les microbes, elles sont brûlées vives, mon cher Bachir. On découpe les gens à la machette. Il y a les images, il y a tout ça. L'ONU s'éteint. Ça aurait été ailleurs, Bachir. Ça aurait été ailleurs. Les gens étaient en train de parler. Je vois la CEDEAO aller faire les bêtises au Mali. La CEDEAO n'est pas en train de voir comment on brûle les femmes en Côte d'Ivoire. La CEDEAO n'est pas en train de voir comment on tue les gens en Côte d'Ivoire à la machette. C'est quoi ce CEDEAO-là, mon cher Bachir? Vous voyez dans quel monde on vit? Ça aurait été ailleurs, Bachir. On serait en train de vouloir détruire le monde entier. Au nom des droits de l'homme, la démocratie, la France, l'Union européenne, tout ça, ils accompagnent la Côte d'Ivoire. Puisque la Côte d'Ivoire, ce sont ces pays-là, mon cher Bachir. Donc, je répète et je dis, ceux qui brûlent les femmes en Côte d'Ivoire vivent. C'est la communauté internationale. Ceux qui tuent à travers les microbes, c'est la communauté internationale. Une communauté internationale qui parraine la drogue dans le monde, mon cher Bachir. Une communauté internationale qui veut pousser les gens dans le monde. Une communauté internationale qui détruit, brûle, viole les femmes, mon cher Bachir. C'est elle qui a l'œuvre en Côte d'Ivoire. La leçon est celle-ci, mon cher Bachir. On les attend sur d'autres champs, sur d'autres terrains, mon cher Bachir. Quand nous allons constater leur sale bouche là ouverte, nous allons leur rappeler qui ils sont, des criminels. Heureusement, mon cher Bachir, qu'ils vont tomber cette communauté internationale. Le nouveau monde arrive, mon cher Bachir. Rien ne sera plus comme avant dans ce monde. On est fatigué de tout ça, mon cher Bachir. C'est de cela qu'il s'agit. Mais voilà. Alors, il passe le temps à insulter tous les présidents. Tout le monde insulte. On insulte Alpha Condé, par exemple. On se teste sur Alassane Ouattara. Oui, quand il s'est prononcé, quand il a voulu faire le référendum. Deux poids, deux mesures. Oui. 2 poids, 2 mesures. Mais en même temps, pendant qu'on interdisait au président Alpha Condé de faire son référendum, moi, je n'ai jamais été un chaud partisan d'Alpha Condé ici. Hein. Oui. C'est clair. Donc, pendant qu'on interdisait de faire son référendum, mais on plébiscitait, on encourageait. Vous voyez, ce 2 poids-là, c'est-à-dire 2 poids, 2 mesures. Ce 2 poids sans mesures, c'est la charte de l'impérialisme. Allez lire cette charte-là, mon cher Bachir. C'est ce qui est écrit à l'intérieur. Donc moi, je dis, moi, je suis un homme de foi. Je suis un homme d'action et un homme de foi. Moi, je sais une chose. Quand les hommes sont dépassés par une situation, je suis désolé, moi, je crois en Dieu. Dieu intervient.
Très bien. Vous comprenez? Dieu intervient. Merci, Président Bandakani. Et les gens savent pourquoi ils tremblent devant ce qui se passe au Mali. Ils savent pourquoi. Merci, Président Bandakani. Alors, on va prendre la dernière intervention de Luc Michel avant de redonner la parole à nos 3 invités de Côte d'Ivoire. Luc Michel, votre dernière intervention, il faut bien éviter. Il faut bien qu'on en arrive quand même à ces élections sans effusion de sang, malgré les difficultés. Est-ce encore possible, Luc Michel? On débat à côté de la plaque. Je suis extrêmement déçu du débat. On refait en boucle un débat qu'on a fait pendant des mois sur Afrique Média. Le fétichisme des constitutions, la liste électorale, le bon candidat, chacun son champion. Ce qu'il faut simplement voir, c'est que l'agenda en Côte d'Ivoire, il a changé. Il a changé depuis une semaine. Moi, je plaide depuis 2015, non pas pour l'élection, mais pour l'unité de l'opposition. Gbagbo, Soro, Bédié, Blé Goudé, pour chasser Ouattara. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut constater quelque chose. Il y a une grande manifestation à New York le 9 septembre. Pourquoi à New York? Parce qu'il s'agit d'isoler internationalement M. Ouattara. Sur l'affiche de cette manifestation, sur le manifeste des manifestants, je trouve les signatures de beaucoup de monde. Je trouve les signatures du PDCI. Je trouve les signatures du FPI Gbagbo. Je trouve les signatures du GPS de Soro. Je trouve les signatures de 2 autres petits partis, de plusieurs ONG, de sociétés civiles. Les seuls gens qui manquent, et ce n'est pas un hasard, ce sont M. Afin Guesson et les clowns, les 2 faux candidats que vous avez exhibés sur les plateaux d'Afrique Média, qui sont les faire-valoir de M. Ouattara, qui participent à son théâtre pour spolier la Côte d'Ivoire. Mais la manifestation, elle est réelle. Quel est le but de cette manifestation? Ce n'est pas les élections, ce n'est pas de désigner un candidat, c'est que M. Ouattara soit isolé et parte. C'est ça l'agenda des Ivoiriens. À partir du moment où on truque les élections, qu'attendez-vous? Forcément, si on laisse Ouattara y aller, il va les gagner. C'est plus possible, ça. Il faut maintenant, comme au Mali, l'auto-organisation des MAP. J'étais hier matin sur un plateau d'Afrique Média avec notre ami Osso Siki et un jeune Ivoirien, un jeune activiste. Il m'a dit ce que je reproche aux vieux politiciens, et pourtant c'est un partisan de Gbagbo, c'est qu'il ne faut rien. Et il m'a ajouté, je suis désolé de devoir reconnaître ça, mais le seul qui s'active pour le moment, c'est le GPS. Et le jeune m'a dit, nous suivrons l'Ivoirien qui fera quelque chose pour chasser Ouattara, quel qu'il soit. C'est ça l'agenda. Arrêtez de vous discuter. 2e mandat. La Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport de force qui consacre un régime au moment où celui-ci est en place. Je suis en Belgique, moi. La Belgique, vous savez que c'est un État unitaire qu'on a fédéralisé depuis 1960. On a changé 7 fois la Constitution belge. C'est un fétichisme. On la change à chaque élection quasiment. Chaque fois que le rapport de force politique bouge. De Gaulle arrive au pouvoir en 1958. Il change 2 fois la Constitution. Il y avait une fameuse blague à l'époque. On demandait à un libraire, donnez-moi la Constitution. Et il répondait, je ne vends pas de publication périodique. On en était là. Il faut arrêter. Le fétichisme des constitutions, c'est l'agenda américain, c'est l'agenda de l'Union européenne, c'est l'agenda de tous ces gens qui les soutiennent. Il n'y a pas une mort au Mali, mais la CEDEAO est là. On découpe les gens, on les brûle vivants en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Va-t-on continuer comme ça? L'Union européenne condamne les officiers maliens. Il n'y a pas un mot pour condamner M. Ouattara. Et au même moment, Macron et Merkel organisent une révolution de couleur au Bélarus pour changer un président qui vient de gagner les élections avec 80% des voix. C'est ça la réalité. Je suis d'accord avec Bandakani. La communauté internationale autoproclamée, comme disait notre ami Arthur Aoumou, gloire à sa mémoire, c'est l'empire du mensonge. Un beau matin en 2014, Poutine, il a dit la vérité. Il a dit dans un discours dans son club, son think tank Valda, il a dit la diplomatie internationale, c'est l'empire du mensonge. C'est là-dedans qu'on est aujourd'hui. Les Ivoiriens aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'autre possibilité
Il faut chasser M. Ouattara. M. Ouattara, et je suis d'accord avec Bondakani, c'est le crime, c'est l'imposture, c'est le cynisme, c'est un pays. Je vais terminer sur un mot. Vous savez que quand j'ai dit que les anglo-saxons, Londres, l'impérialisme britannique voulait la tête de Ouattara, on m'a attaqué sur les plateaux. Certains gens ont dit c'est pas vrai. Il y a 3 jours, le Guardian, c'est le principal quotidien britannique, c'est le grand quotidien gouvernemental, a publié sa une sur la Côte d'Ivoire. Il a dit Monsieur Ouattara ne va, c'est pas une hypothèse, donc le titre est affirmatif. Monsieur Ouattara va laisser à la Côte d'Ivoire le chaos et la guerre civile en héritage. C'était il y a 3 jours. Si on dit ça à Londres, pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas à Paris? Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas à Abidjan? Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas ailleurs? Parce que les autres mentent. Le Guardian veut la tête de Ouattara, il dit la vérité. Il est temps qu'on tienne compte de ça. Je suis d'accord avec le Guardian. Monsieur Ouattara est en train de plonger son pays dans le malheur et la désolation. Michel, eh bien, nous redonnons la parole à Dr Boga. Ce sera en 2 minutes pour sa conclusion. Et ensuite, ce sera bien sûr les 2 autres copanélistes, Dr Boyeri. Alors, Dr Boga, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Merci, cher ami Bachir. Vous savez, j'ai envie de faire des vœux. J'ai envie d'interpeller M. Ouattara, lui dire, c'est encore possible, monsieur le chef de l'État, revoyez votre position, retirez votre candidature, prenez le calme, etc., etc. M. Ouattara s'en fout de tout cela. On l'a fait. Et le 6 août 2020, il nous a tous imbibés d'une douche froide en disant « Je suis candidat ». Le jour même où on célèbre la commémoration des 60 ans d'indépendance de notre pays. Et vous avez vu son investiture, les propos qu'il a tenus. Mais au passage, l'investiture, là, le stade Félix Houphouët-Boigny n'était pas du tout plein à craquer. Hein. Ça, je préfère vous donner l'information parce qu'on connaît le stade. C'était au niveau des gradins, mais dans les tribunes, c'était pratiquement vide. Mais peu importe. Vous avez vu le discours qu'il a prononcé? C'est du cynisme. Et aujourd'hui, il se braque. Le silence de M. Macron, dont je ne veux même pas parler. Moi, je sais que M. Macron est certainement embêté. Il a été très, très rapide à envoyer un tweet pour dire félicitations. Il a même dit, M. Ouattara est un exemple de dirigeant dont l'Afrique a besoin. Et M. Ouattara dit, il y a un cas de force majeure, M. Macron est silencieux. Si nous sommes intelligents, nous devons comprendre qu'en fait, ce silence signifie qu'il est embêté. Parce que là, ça le décrédibilise, ça le discrédite, parce qu'il n'est pas capable de dire à M. Ouattara, vous n'avez pas le droit de faire ça à votre peuple. Parce que, et je vais aller un peu au-delà, les constitutions, ce sont des instruments juridiques supranationaux. En tout cas, j'allais dire le socle de la nation, mais la démocratie a un esprit. La démocratie a un idéal. C'est pour cela qu'on parle de l'esprit et de la lettre. La lettre de la démocratie, ça va être la constitution. Mais la constitution traduit en lettres ce qui est l'esprit. L'esprit de la démocratie, c'est que chaque citoyen est égal à un autre. Et dans l'esprit de la démocratie, on souhaiterait que quelqu'un ne s'éternise pas au pouvoir. Dans mon pays, les 2 constitutions qui se suivent ont prévu 2 mandats. Ce qui n'est pas prévu, ce que vous appelez mettre les compteurs à zéro, ce n'est pas écrit dans la Constitution. Donc pourquoi voulez-vous qu'une théorie juridique remplace ce qui est écrit dans la Constitution? C'est pour cela que nous disons que le 3e mandat de M. Ouattara est anticonstitutionnel et je m'en vais finir. Pour nous, si M. Ouattara est candidat, en réalité, eux tous, c'est-à-dire que tout le monde aurait pu être candidat dans ce cas. Mais non, lui, il se fait candidat et puis il verrouille les autres condamnés à 20 ans. Et puis il est heureux de dire que M. Gbagbo ne sera jamais candidat, etc. Peut-être même que M. Bédié aussi vont le recaler. Pour nous, cette élection, elle ne doit pas avoir lieu. Et je voudrais féliciter les Ivoiriens. C'est vrai que nous avons des morts. Aujourd'hui, il y en a partout. Mais M. Ouattara voudrait nous faire peur pour que nous puissions reculer. Si nous devons mourir pour notre pays, nous devrons mourir pour notre pays. Voilà. Il faut dire que les manifestations qui ont régulièrement lieu en Côte d'Ivoire contre un 3e mandat d'Alassane Ouattara commencent à faire des morts. Dans plusieurs villes du pays, ces manifestations se sont transformées en affrontements entre les civils et les forces de maintien de l'ordre. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV.
Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.